Bonsoir à tous. J'espère que ça ira mieux pour le son sur celle-ci. On t'entend pas toi. T'es pas branché je pense. Ah si. Pierre? Pierre? Je pense que les deux seront pas. C'est déjà pas mal. Bon, on va prendre le micro normal. Et là, ça doit marcher. Parfait. En plus, on n'a plus les notes. 2 secondes. 30 secondes. Voilà, on est bon. Alors, donc comme on vous le disait, on va faire un retour d'expérience sur notre implémentation d'un outillage microservice. L'idée, c'est plutôt de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on a besoin d'industrialiser le développement des microservices au quotidien. Je crois que ça marche pas très bien. Voilà. D'industrialiser ça au quotidien. Déjà, comment est-ce qu'on démarre sur une architecture microservice? A priori, on ne va pas déployer directement 5-6 services en se disant bah, c'est bon, ça va marcher comme avec notre monolithe. Là, on va essayer de voir plutôt par où on démarre, comment on répond à ces questions, et finalement, on verra également quel outillage nous on a mis en place pour notre architecture PHP. Je vais quand même me présenter. Je m'appelle David Level, je suis tech lead chez Matters depuis 4 ans et également responsable de la migration de toute l'architecture microservice du projet qui s'appelle Ubico, qui est un outil de car sharing que vous pouvez comparer à Autolib pour ceux qui utilisent plus quotidiennement. Ça ne marche pas non plus. Hein. Et Romain Ça Brissot, parle. je suis dev full Ah, stack chez Marters et j'interviens du coup dans le contexte des microservices, également sur le projet Ubico. Alors avant de se plonger direct dans un contexte de migration d'un monolithe au microservice, je vous propose qu'on passe rapidement par les pour et les contre des monolithes et des microservices. il y a des points. Ah ben, bien sûr, David, il y a également des pour les monolithes. Alors souvent le monolithe, une grosse unité très large avec beaucoup de complexité. Moi, j'aimerais voir le monolithe un peu différemment, comme une petite unité en fait. Dans la plupart du temps, on commence par un monolithe, on a peu de code, on a accès à tous les éléments business dans la même code base. Et en fait, on a vraiment beaucoup de contrôle, on peut délivrer beaucoup de valeurs métiers très rapidement. Ouais, ça c'est vrai au début. Pour ceux qui ont connu des monolithes qui grossissaient un peu plus, en général, vous avez sur 10-20 000 lignes de code, tout passe bien. On peut déployer ça simplement. Par contre, quand ça grossit, nous, typiquement, notre monolithe, il faisait à peu près entre 6 et 700 000 lignes de code, framework inclus. C'est quasiment impossible de gérer tous les bugs qui peuvent apparaître. Je sais pas, vous êtes en train de modifier votre service de paiement. Vous avez l'équipe booking à côté qui vous dit attendez, vous avez touché à ma classe, vous avez créé un bug. Je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé un jour ou l'autre, ou alors vous avez le code le plus parfait du monde et bravo vous. Mais en l'occurrence, c'est pas souvent le cas. Donc en fait, plus ça grossit, plus c'est difficile à gérer. Et notamment là, vous allez avoir l'humain plus la technique à gérer. Donc Je je vous suis laisse voir le d'accord. truc. Effectivement, quand c'est petit, c'est assez simple. Quand ça grossit, c'est plus compliqué. Il y a pas mal d'autres avantages. Par exemple, on a finalement une seule unité, un processus qui va être complètement autonome. Et autant, par exemple, sur des problématiques de déploiement, ça reste aussi quelque chose qui est assez simple au début. Qu'est-ce que tu en penses, David? Ouais, pour le déploiement, c'est vrai que c'est bien. Le monolithe, contrairement au microservice, pour ceux qui ont testé les deux architectures, c'est quand même plus facile à déployer. Il n'y a pas besoin d'autant de problématiques liées à la CI et tout ce qui va avec. Néanmoins, si je déploie un bug, a priori, je fais tomber toute mon archi, quoi. Alors qu'en microservice, je fais tomber que le service concerné, quoi. Il y a quand même du gain. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Voilà. Bon, on va arrêter un peu avec le monolithe. On va passer aux choses sérieuses. Les microservices, du coup? Ouais. Alors, pour le coup, moi je suis plutôt fan des microservices, ceux qui me connaissent le savent déjà. Euh, Pourquoi déjà? Parce que c'est plus simple à développer. Un microservice, c'est censé être plus petit. Si on le prend seul, hors de toute l'architecture complète, vous avez une petite code base, voire isolé si vous êtes sur un projet qui a décidé de merger le code entre plusieurs services. Je sais que c'est le cas dans certaines grosses structures, c'est pour ça que j'en parle. En général, nous on a plutôt l'habitude sur des projets communs de séparer ça dans plusieurs repositories. Donc c'est aussi plus facile à comprendre. Une code base où il y a 5 à 10 000 lignes de code, a priori, j'ai pas besoin d'une compétence monstrueuse dans le business pour la comprendre et je peux onboarder facilement un nouveau développeur. C'est aussi pour ça que c'est plus cool. Ok. Je te propose qu'on se passe dans un contexte du coup de migration maintenant. Ouais. Donc moi, j'ai mon appli monolithique. Je veux
transister vers du microservice, ben, je t'avoue que j'ai un peu peur quand même, quoi. Pourquoi t'as peur? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est compliqué. On a eu un très bon talk même dans ce meetup sur est-ce que vous avez vraiment besoin de passer en microservice. Il y a beaucoup de problématiques finalement vis-à-vis de ça. Est-ce que vous serez capable de les gérer? Il y a beaucoup de personnes qui échouent. Tu veux dire par rapport aux problématiques réseau, aux communications, gestion d'erreurs? Par rapport à beaucoup de choses, ouais, tout à fait. D'accord. Du coup, euh, par rapport au microservice, tout à fait, on arrive dans un environnement qui est quand même très complexe. C'est l'environnement distribué avec des nouvelles problématiques, hein. Avant, on avait tout était au sein de la mémoire. Maintenant, on est dans un réseau distribué. Il faut qu'on mette en place, finalement, abstraire un petit peu toutes ces problématiques pour que le développeur, il n'ait pas toute cette complexité de l'environnement réparti. C'est vrai. Bon, effectivement, les microservices, ça a l'air cool comme ça quand on vous le présente. Quand vous lisez le bouquin de Sam Newman, ça a l'air super facile. Pour ceux qui l'ont testé ou qui ont lu, voire vu la présentation de Jean-Christophe sur pourquoi vous n'avez pas besoin de microservices, je tiens à vous rassurer, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas un dragon au fond de la grotte à flipper ou quoi que ce soit. Nous, on va aller voir comment est-ce qu'on va vaincre ça et aller jusqu'à la prod. Ok? Allons-y. Bon, par contre, on commence concrètement. Il faut se poser d'abord les bonnes questions. Faire des microservices, effectivement, c'est pas faire un monolithe. C'est pas je mets les mains dans le code et tout marche tout de suite. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut d'abord se demander, première chose, comment est-ce que je vais tracer la requête en prod? Comment est-ce que je vais comprendre ce qui s'est passé? Le debug, tout simplement. Ce que vous faites facilement avec une architecture classique. Ah voilà, ça c'est pour microservice. C'est bon? On y est presque. Ah, ça voilà. Bon, c'est pas grave, on va avancer quand même. On va retrouver les slides. Donc, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut pouvoir débugger la requête en prod, gérer le tracing de vos requêtes. Autre truc tout bête, vous êtes sur une architecture distribuée, comment est-ce que vous allez gérer vos appels répartis? Vous allez vouloir appeler un système qui est sur un data center potentiellement différent. Quand bien même il serait sur le même, vous risquez de passer par le réseau. Le réseau n'étant pas quelque chose de fiable, vous allez prendre des risques qui sont plus importants que quand vous êtes avec un monolithe et des appels système classiques. On peut brancher celui-là au pire, hein. Ok, pardon. d'accord. Refais ta dernière phrase, s'il te plaît. Ouais. Donc on a nos appels synchrones et je ne sais pas si certains sont allés voir un petit peu plus loin sur les architectures dites réactives qui sont basées sur des événements. On va voir que en fait c'est pas si compliqué que ça à implémenter. Par contre c'est bien de se poser la question dès le départ de comment est-ce que je veux pouvoir le faire. Parce que si on ne se pose pas la question au début, malheureusement on n'a pas l'outillage pour et c'est pas arrivé en prod que vous allez vous dire ok finalement j'aurais bien utilisé un RabbitMQ ou Kafka dont on parlera tout à l'heure. Bon, je suis un peu moins calé sur le sujet donc on rentrera pas dans les détails. Hop. Donc voilà, Et là, un ça refocus en quelques phrases. Quelles questions se poser lors d'une migration de microservices? Comment je monitore mon système? Comment j'ai accès à l'information dans mon système pour savoir ce qui s'est passé? Comment je gère cette couche réseau qui devient très présente? Et comment j'avance? Comment je fais pour communiquer, que mes microservices entre eux communiquent? Appel synchrone. Je me replace. ouais, c'est mieux. Ok. Je vous propose de commencer par les logs. C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est la chose numéro 1 à laquelle il faut penser. Comment je vais faire pour avoir une vision de ce qui se passe dans mon système pendant le développement et après également en prod. L'idée, c'est, avant j'avais un call, j'ai une stack trace, je sais tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai un call qui est émis depuis par exemple un client qui va passer dans un certain nombre de microservices. Il faut que je mette en place un système pour pouvoir relier tout ce qui s'est passé dans les différents microservices entre eux. Ce qui se passe, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle un TID, Transact ID, qui va être un identifiant unique pour chacun des calls pour qu'on puisse agréger les logs de tous les différents microservices ensemble. Une autre information qui est très utile, c'est comment on identifie qu'est-ce qui a déclenché le call côté utilisateur. Là, on introduit la notion de principal. C'est encore du coup une fois un ID. Par contre, l'idée, c'est quand je suis au milieu de ma chaîne, comment je vais avoir l'information de d'où qui a été l'identité, qu'il soit une personne humaine sur un consommateur d'API, ou encore une machine au sein de mon système, un cron qui lui aussi va être attribué un principal. Pour moi, ça c'est vraiment les deux informations qui sont essentielles, qui sont complètement indispensables.
Après, on peut rajouter un certain nombre de notions. Nous, il y a une notion qu'on aime bien, c'est le request ID. Je suis dans ce schéma, et en fait, mon microservice B et C, ben, pour répondre au call initial, ils vont communiquer peut-être 5 fois ensemble. Bon, ben, j'ai mon TID, ok, mais finalement, comment je veux filtrer ce qui s'est passé sur un seul des calls? Et ben, le request ID, c'est une fonction du TID et du type de call qui va permettre d'avoir un filtrage plus fin à ce niveau-là. Comme ça, on peut identifier uniquement ce qui s'est passé par rapport à une communication entre nos deux microservices. Voilà. Après, en fonction de vos problématiques business, on peut rajouter d'autres informations. Voilà. Si pour vous c'est utile d'avoir une plateforme, est-ce que c'est quelqu'un, un client sur mon app Android, mon app iOS, il ne faut pas hésiter à rajouter ces informations-là. Ok, donc on a réussi à identifier les ressources grâce au log, on a réussi à avoir les entrées-sorties et plus, parce qu'en général on vous recommande quand même sur un premier déploiement de loguer plus que nécessaire et pas juste les entrées-sorties, pour une raison simple, c'est que vous ne savez pas ce qui va se passer sur votre production, les environnements distribués. Ayez conscience que c'est plus compliqué que ça en a l'air, ne partez pas serein en vous disant c'est bon je suis un super développeur, tout marche toujours. Non, c'est pas vrai, sur un environnement distribué, ayez peur et mettez des logs. Et après coup, quand vous vous rendrez compte sur votre Datadog, Logentries ou n'importe quelle solution que vous voulez utiliser, que vous avez beaucoup trop de logs, vous pourrez les retirer et garder que les entrées-sorties parce que vous serez capable de comprendre ce qui se passe concrètement dans votre système. Un truc important, certains ont déjà entendu parler peut-être des 12 Factor Apps, qui sont les recommandations pour passer sur le cloud. L'une d'entre elles concerne justement les logs, qui dit qu'ils doivent être traités comme des streams. En fait, c'est assez simple à interpréter. Il faut juste se dire, n'essayez pas de gérer où vont aller vos logs. Ce n'est pas à vous, en tant que développeur ou personne qui gère l'applicatif, de dire je veux que mes logs aillent dans tel fichier ou dans un autre. Vous n'avez pas conscience de qui va déployer votre architecture, à moins que vous soyez aussi l'ops et l'infra. Alors là, ça fait quand même beaucoup de casquettes pour une seule personne, surtout pour des grosses architectures. La plupart du temps, vous ne savez pas où va être déployé votre code, donc ayez conscience que quelqu'un va mettre en place quelque chose pour les récupérer. Citez-lui la vie. Je sais pas, mettez-le dans la sortie standard par exemple, tout bêtement. Vous vous en foutez, de toute façon ça va sur le cloud potentiellement ou sur un serveur spécifique. Et la personne a mis en place des agents pour récupérer vos logs pour vous. Donc laissez-le faire. Autre chose, n'essayez pas de faire des logs qui soient lisibles par vous, ça sert à rien. Sur une architecture répartie, vous allez avoir énormément de logs. Je pense pas que votre œil tout seul puisse lire 1 million de lignes, surtout quand vous avez les données timestamp, request ID et tout ce qui va avec. Laissez-les être lisibles par une machine, faites dans un JSON ou tout autre format qui vous plaît. Je n'ai pas d'action chez les gens qui font du JSON. C'est plutôt qu'il faut au moins que vous puissiez le filtrer, que votre outil soit capable de vous apporter ça. Si vous n'êtes pas capable de retrouver le tracing d'une requête grâce au TID, parce qu'a priori vous avez des super logs mais ils sont complètement inutilisables, donc en fait vous allez perdre l'information une fois arrivé en prod. Ça serait quand même dommage. Ok, là on a pas mal d'informations. Comment gérer nos logs, c'est une bonne chose. Maintenant, comment je fais pour que mes microservices puissent communiquer entre eux, David? Ok, bah là on va voir concrètement comment faire ce qu'on appelle des remote calls. En l'occurrence, on les dit synchrones pour une bonne raison, c'est quand vous faites un appel réseau, vous êtes très souvent dépendant de la réponse de votre utilisateur. On parlera plus tard de la partie asynchrone, ne vous inquiétez pas. Concrètement, là j'essaie de vous représenter deux cas. Le premier c'est le cas idyllique où vous avez un microservice B qui implémente une API REST, cas le plus classique. Je ne me suis pas amusé à sortir du SOAP ou autre type de contrat. Notre microservice A fait un call, le call se passe bien, il reçoit une réponse de 100, ça c'est cool, c'est le cas basique. La réalité, elle est souvent tout autre. On a des problèmes liés au réseau, au DNS ou autres problèmes liés au fait qu'on s'en répartit et votre call fail. Mais ça, c'est un cas classique en réalité. Dans un système distribué, il faut avoir conscience que le microservice en face ou le service tout court, parce que c'est pas que pour les microservices évidemment, peut ne pas être disponible. Il peut tout simplement ne plus accepter de requête. Il est peut-être surchargé, tout simplement il est éteint. Ça arrive, hein, vous êtes sur des machines, il y a une coupure réseau. Ceux qui sont chez OVH l'ont vécu il n'y a pas si longtemps. Ça peut arriver quoi. Le service tombe, voilà, bah c'est comme ça. Pourtant, ça serait dommage que votre système s'arrête. C'est quand même contre-productif vis-à-vis des microservices. L'idée là, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là, ou en tout cas comment on va s'en accommoder, parce qu'évidemment, on ne va pas résoudre le réseau. C'est pas tellement notre objectif. Par contre, il faut arriver à gérer le cas où ça arrive et comment est-ce que nous on va contrecarrer ça. La première chose, c'est se dire ok, je dois faire un système qui est le plus résilient possible. Résilient, ça veut dire je reçois une erreur, je dois pouvoir réagir vis-à-vis de cette erreur. Alors,
C'est pas parce que vous êtes résilient que tout votre système va continuer à marcher tout le temps, hein. Si on est tous dépendants du service implémenté par Robin, qui est en bout de chaîne et qui répond tout le temps 500, on répondra tous 500, hein. C'est juste, ça veut dire essayer déjà de respecter ce qu'on appelle le fail fast. Je sais pas si vous avez lu justement les 12 Factor Apps, c'est aussi dedans. C'est l'idée de dire, je reçois une requête, je dois être capable de répondre rapidement une 500 si je dois répondre 500. Alors ça ne veut pas dire répondre 500 tout le temps, hein, ça aurait pas beaucoup d'intérêt pour votre métier. Mais en tout cas, dans le cas où ça arrive, il faut le faire le plus rapidement possible parce qu'il n'y a rien de pire pour un utilisateur que d'attendre 3 minutes une réponse et finalement avoir une réponse d'erreur à la sortie. Sachant qu'en plus, la plupart du temps, je pense qu'on est tous pareils, on appuie sur F5 une deuxième fois et en fait, on a juste lancé une deuxième requête et on aura toujours une 500 en retour. Deuxième chose, respecter les contraintes d'interface. Si votre API dit je suis capable d'implémenter ce call avec tel verbe HTTP, répondre telle réponse, faites-le. Respectez les types. Si vous faites une documentation, respectez-la, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt et en plus on ne pourra pas vous consommer. Et à ce niveau-là, David, du coup sur les types, comment ça marche? On essaie d'avoir des unités qui ne sont pas couplées et au final, là, moi j'ai mon API, je dois évoluer, rajouter des choses pour répondre à toute une variété de consommateurs. Du coup, mon service qui a besoin de m'appeler, il va devoir aussi se mettre à jour. On casse un peu le principe du service ici. Eh bien justement non, Robin. Il y a la loi de Postel pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est le principe de robustesse. C'est dire, je n'écoute et ne respecte que ce que j'attendais. Si mon call, la première fois quand je l'ai fait, devait me retourner 3 champs avec un int et 2 strings, je vérifie que ça. Je ne vérifie pas qu'il y a un 4e champ qui est présent dans lequel je n'ai rien à faire parce que je ne l'utilise même pas. Ça n'aurait aucun intérêt. Vous allez vous rendre sinon trop dépendant et créer un couplage fort avec l'autre service. Et donc, vous ne pourrez pas monter de version facilement. Enfin, surtout, en fait, éviter la montée de version, vu qu'en fait, ajouter un champ sur un microservice, normalement, doit être une action qui est rétrocompatible. Ça n'a aucun impact normalement sur les autres consommateurs. En revanche, si vous vous amusez à essayer de respecter les contrats à la lettre en disant je vais aller regarder la liste des champs et tout vérifier systématiquement, et le mec demain il fait une mise à jour sans vous prévenir, ce qui est normal, hein, déployer un microservice dans son coin, c'est justement tout le but, bah vous risquez d'être impacté et vous allez impacter tous les consommateurs qui sont liés à ça. Ce qui serait quand même dommage et complètement à l'encontre de ça. Ok. Ça va ? Un dernier point, je ne suis pas expert sécurité, mais c'est quand même important pour tout le monde, je pense. Essayez de penser que vous êtes vous utilisez du réseau, justement. Vous n'êtes pas forcément dans une zone de confiance et de sécurité. Essayez de protéger vos appels. Truc basique, faites tout passer en HTTPS si vous le pouvez, ou essayez d'avoir un réseau privé si vous avez les équipes qui peuvent le mettre en place. Sur le cloud, c'est relativement facile. Je m'entends sur le facile, hein, il y a un peu de boulot quand même, de mettre ça en place par rapport à un réseau qu'on gère nous-mêmes, enfin à une infra qu'on gère nous-mêmes. Vous avez d'autres solutions plus simples. Nous, on a mis en place par exemple des secrets qu'on partage avec les services pour être sûr que déjà le service soit autorisé à nous appeler parce qu'on n'a pas confiance dans nos propres services. Ça peut paraître bête comme ça, mais sur des très grosses architectures, certains ont besoin d'autoriser d'abord le service appelant pour lui dire oui, tu as le droit de m'appeler et de demander tel scope de données. Voilà. Ok. Donc là, on comprend un peu mieux comment on va s'adapter pour pouvoir gérer cette tolérance aux fautes au niveau des pannes réseau. Comment on fait pour permettre des calls synchrones entre différents microservices. Pour la partie asynchrone, alors on parle souvent les mots-clés c'est event-based. Ça va en complément en fait avec, là on a un système qui va être avec beaucoup de cohésion. On isole notre logique métier dans différents microservices. Par contre, comme l'a dit David, s'il y en a un qui prend un 500, toute la chaîne elle va récupérer un 500, donc on est toujours très couplé. Ce pattern-là, il vient entre autres un peu en réponse à ça. Ça va permettre de gérer beaucoup moins de couplage. C'est plus ou moins l'implémentation d'un pattern publish-subscribe à grande échelle, au niveau de notre architecture globale. J'ai un certain nombre de services qui peuvent notifier à l'ensemble du système, tiens, il s'est passé quelque chose, il s'est passé ça. Et du coup, en réponse de l'autre côté, il y a des microservices qui peuvent écouter et dire, ah bah tiens, moi ça m'intéresse de savoir qu'il s'est passé ça parce que ma logique métier à moi, je veux y répondre et lancer un autre traitement. L'implémentation souvent qu'on a là-dessus, c'est avec une file de messages, un event broker. Donc ça peut être du RabbitMQ, c'est ce qu'on utilise chez Ubico, ça peut être aussi du Kafka. On aura l'occasion d'en parler juste après. Aussi. Il y a un concept que j'aimerais insister, quelque chose que je trouve très important, c'est la notion de fait. On peut, en fait, quand on notifie un événement sur l'ensemble de système, on peut, c'est une string, hein, donc on met en place une convention de nommage, mais c'est surtout qu'est-ce que ça désigne. On peut choisir, entre autres,
soit de dire ben voilà ce qu'il faut faire, ou alors voilà ce qui s'est passé. Un fait, c'est il s'est passé quelque chose. Du coup, ça présume qu'on n'a aucune connaissance de ce qui va se passer derrière. Et pour moi, c'est ce concept qui va vraiment créer ce découplage entre les microservices. Pourquoi? Ah, voilà. Échec. Qu'en penses, David? En fait, ça enlève le couplage pour une bonne raison, c'est que quand vous faites un appel synchrone, vous dites au service de faire quelque chose pour vous. Quand vous envoyez un événement, vous dites il s'est passé ça, et chacun est libre ou non d'écouter et de réagir vis-à-vis de ça. Donc en fait, vous ne savez pas qui va l'écouter. En plus, comme c'est de fait en asynchrone géré par l'event broker, si ça faille de l'autre côté, c'est pas forcément grave. Enfin, on peut faire des gestions d'erreurs en plus tard. Je ne trouve plus le mot. Donc c'est pas forcément très grave. En revanche, ce qui compte, c'est que le premier microservice dise juste, ok, mon business object a subi telle altération. Tu peux utiliser les données qui ont été altérées et en faire quelque chose derrière. Mais ne surtout pas dire euh, j'ai changé ça, donc microservice temps fait ça ou déclenche telle action explicitement, quoi. Et sur ce système-là aussi, finalement, c'est complètement stateless. Et du coup, d'un point de vue test, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus facile. On peut envoyer autant de messages qu'on veut et attendre le même résultat derrière. Du coup, ça facilite beaucoup les tests. Donc ça aussi, c'est un très bon point sur ce système-là. Donc voilà, Juste pour synthétiser. low coupling, de toute façon, quand on parle de microservices, high cohesion, low coupling, c'est vraiment un point qui est important. On cherche à découpler les différents microservices. Cette notion de fait qui va aider grandement là-dessus. Et puis, la partie stateless, aide au test, etc. Ok, donc là on a répondu à toutes nos questions. On n'a toujours pas vu d'implème. Je vous rassure, ça arrive. Je vous ai pas menti. Mais c'était important de se dire, ok, je veux avoir un fil rouge pour pouvoir démarrer concrètement mon implémentation, parce que si vous ne vous posez pas ces questions-là, en fait vous partez directement dans le mur. Vous risquez d'arriver en prod et de zapper la moitié des choses, ce qui serait dommage. Il faut au moins avoir des bases solides. Ça ne veut pas dire que vous aurez une architecture à la Netflix non plus, hein, je vous rassure, ils vont beaucoup plus loin que ça. Néanmoins, ça vous donnera au moins les bases pour démarrer et ensuite faire évoluer votre architecture sereinement. Déjà, alors, excusez-moi, j'avance un peu vite. On vous a dit qu'on a fait un outillage. Il faut déjà se dire, ok, qu'est-ce qu'un bon outillage avant de commencer? Là, je vais vous parler surtout de la manière dont on l'a implémenté, nous, sur Ubico, parce qu'on fait du PHP, mais dites-vous bien que c'est valable, que vous fassiez du Java, du Node.js ou n'importe quel autre langage. En fait, a priori, il y a des frameworks dans tous les langages maintenant, sauf peut-être en assembly, et encore, je suis même pas sûr. Donc, ça s'applique partout. La première règle, c'est d'être framework agnostique. Pourquoi? Parce que vos microservices, le principe même, c'est de dire, ok, bah, je peux les implémenter dans n'importe quel langage à partir du moment où je respecte une interface. Les gens doivent pouvoir m'appeler de l'extérieur, c'est pas forcément grave. Vous pouvez faire un premier en Java, un autre en PHP, l'autre en C, ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Par contre, ce qui est important, c'est que si par exemple, nous, on a dit, ok, on part en PHP, donc on prend les trois frameworks les plus connus, Symfony, Zend et Laravel. Et j'ai des collègues qui me disent, ok, bah moi je veux l'implémenter en Lumen, moi en Laravel et l'autre en je sais pas quoi. Ils vont pas développer le même outillage 50 fois. Déjà parce qu'il y a un risque de bug. Si je fixe à un endroit, j'ai pas envie de redéployer tous les microservices à chaque fois parce que machin n'a pas voulu l'implémenter de la bonne manière. Donc c'est important de faire ça en partant from scratch. Sauf si vous avez le même framework partout, vous simplifiez-vous la vie. Mais dans le cas où c'est pas le cas, partez from scratch. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus facile à intégrer dans vos code base. Si vous utilisez PHP, vous avez Composer pour aller facilement récupérer cette librairie. Vous avez Node, utilisez NPM. C'est très facile. Vous mettez ça sur un repo privé, pardon. Vous codez juste le strict minimum, qu'on verra juste après, bien sûr. Et vous l'intégrez. Normalement, votre framework doit être capable de réagir à ça. Après tout, c'est le principe de gestion des dépendances. Le plus important aussi, c'est qu'il ait une petite code base. Parce que en microservice, c'est très difficile de gérer des librairies qui sont partagées. Donc ne vous amusez pas à faire quelque chose de trop compliqué parce que ça va être chiant le jour où il va y avoir un bug. Déjà d'une parce que ça risque d'être compliqué à mettre à jour. Là vous êtes en train de parler de la partie quand même la plus critique de votre architecture, celle qui est capable de faire les appels, de gérer la résilience, d'envoyer des événements et de loguer. S'il y a une seule de ces parties là qui fail, votre prod elle risque d'aller mal. Donc essayez de faire quelque chose le plus simple possible et si possible qui fasse juste ça et pas plus. Bon ça va un peu de soi, testez-le. C'est quand même l'essentiel. Et si possible avec des tests automatisés. Et la documentation. La documentation, ça va avec l'idée aussi de dire, bah, je fais pas mon truc pour moi-même. Je fais pas mon truc pour moi-même, je le fais pour les développeurs.
Essayez pas de faire un outillage super complexe non plus, parce que ça peut être petit et complexe, hein, ça va des fois ensemble. Le but, c'est que les développeurs qui utilisent votre outillage le comprennent facilement, puissent l'intégrer à leur microservice et n'aillent pas s'amuser à le redévelopper. Et je dis ça parce que c'est du vécu. J'ai vu quelqu'un redévelopper une partie pour faire un appel distant. Au final, il a fallu redéployer à chaque fois les deux microservices en même temps parce que nous, on avait fait une mise à jour de notre côté et lui, de fait, bah, il ne pouvait pas l'appliquer. Ok, c'est relativement important. Concrètement, le tooling, en fait, c'est ça. C'est ces quatre méthodes. Si vous respectez cette interface, vous avez au moins le strict minimum pour pouvoir aller en production. La première méthode, c'est celle qui nous sert, nous, au quotidien, pour appeler un service distant. Je ne vous ai pas mis la liste de tous les paramètres, ça n'a pas grand intérêt. Néanmoins, que vous compreniez ce que doit faire votre interface, elle doit être capable d'appeler au moins un microservice en lui demandant, voilà, je veux tel composant avec tel paramètre. Vous pouvez y aller par IP, mais on verra sur les problématiques haute dispo hein, dans un autre meetup que c'est pas une bonne solution. Register Service, c'est celle qui va vous permettre normalement de vous inscrire auprès d'un annuaire ou Service Discovery pour ceux qui ont déjà testé avec Consul ou autre technologie. L'idée c'est de dire ok mon microservice quand il se déploie il s'enregistre auprès d'un annuaire pour qu'on puisse l'appeler. Il va dire qu'il est disponible. Juste après. Pour info, nous on ne l'utilise toujours pas aujourd'hui parce qu'on est encore aux prémices des microservices et justement c'est un conseil que je vous porte. Quand vous démarrez, utilisez plutôt un annuaire statique. Pourquoi? Parce que utiliser une brique technique pour faire du service discovery, oui c'est très bien pour avancer et pour avoir de la haute dispo, néanmoins ça vous fait une brique en plus à devoir gérer pour votre production. Vous êtes déjà en train d'essayer de séparer votre monolithe en service métier, c'est peut-être pas la peine de se rajouter une couche de difficulté avec de nouveaux outils tout de suite. Essayez étape par étape, néanmoins bien sûr c'est la suite logique. Tu veux peut-être nous parler des événements, Robin? Je sens que tu es impatient. Alors ça, au début, on l'avait commencé en PHP, on a eu des problèmes avec Django Unit Process. Ça répondait surtout pas à nos besoins. On va pas trop bâcher le langage non plus. On a essayé d'avancer un petit peu sur cette partie, sur la partie registration d'événements, puis on a introduit un nouveau composant dans notre architecture microservice. On appelle ça un event worker. Donc c'est en fait c'est une petite unité qui vient se placer entre le microservice et l'event broker pour faire ce travail. D'un point de vue business logique, c'est uniquement un mapping entre un événement qui a eu lieu et un call à faire au niveau du microservice. L'intérêt par rapport à ça, c'est donc toujours dans les problématiques abstraction pour le développeur, de la complexité du réseau et résilience par rapport au réseau, c'est que si je fail mon call au niveau de mon microservice, je mets en place un système. Je mets en place un système pour qu'on rejoue l'événement, qu'on le renvoie directement dans l'event broker, et en fonction de nos problématiques business, on peut le renvoyer plusieurs fois ou pas du tout si on est dans du temps réel et que ça n'a aucun sens, ou encore le différer pour plus tard. Si le worker cette fois crash, là on a un système d'acknowledgement où le worker réserve des messages à traiter au sein de l'event broker, et si jamais on a une panne au niveau de l'event worker, il va pas, à chaque fois qu'il le traite, normalement il va aller acknowledger, dire c'est bon, j'ai bien traité le message, tu peux effectivement l'enlever. Si je crash avant d'avoir acknowledgé, le message il va rester au niveau de la file de message, et du coup il pourra être soit en attente qu'un nouvel worker subscribe, soit un autre worker va pouvoir le récupérer et faire le traitement. Si l'event broker crash, bon là on arrive vraiment sur des problématiques qui sont compliquées, c'est quelque chose qui est en très haute disponibilité, donc on part du principe que s'il crash, il s'est passé beaucoup de problèmes avant. Voilà pour cette description de l'event worker. En conclusion, nous, on a vraiment voulu vous présenter sur une transition microservice. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me poser des questions. Quelles sont les spécificités de mon business, les enjeux auxquels il faut que je réponde, en plus que les problématiques qu'on a citées, les logs, les calls entre les différents microservices, cette abstraction du réseau.
faire un bon tooling, c'est vraiment aider les développeurs, comment on abstrait cette complexité microservice pour que eux puissent apporter le maximum de leurs compétences, délivrer le maximum de valeur business au sein de leur logique métier dans le microservice. Et enfin, là, ça serait éventuellement une transition pour un autre call, commencer à construire des microservices et à enjoy microservices. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, pas sûr. Tiens, on va prendre celui-là. Non mais, je vais le sortir. Ouais. Plus qu'une question, plus une remarque à propos de la stratégie de log. Juste, vous devez bien inclure dans nos logs aussi. C'était le request ID de l'appelant afin de pouvoir reconstituer l'ensemble de la chaîne d'appel et surtout pouvoir l'ordonner. C'est-à-dire à partir de n'importe quelle requête, on était capable de reconstituer l'ensemble de la chaîne de la TID et surtout pouvoir l'ordonner, parce que si on a juste le TID et request ID, on sait recouper quel log appartient à quelle requête, mais on ne sait pas dans quel ordre elles ont été faites. Merci pour la remarque. Et oui, Alors David, en sans faute ou c'est quoi ton opinion? Ah non, mais là, je sais pas si ça marche ça. Ouais. Non, effectivement, tu marques un point. C'est d'ailleurs. Enfin, nous, on n'a pas encore eu le besoin de retracer dans l'ordre comme ça, parce qu'en général, on sait déjà notre orchestration, comment elle se passe. C'est pour ça que le principal nous suffit, en fait. Parce que après, tu maîtrises quand même tes appels. Tu n'es pas appelé par des services qui sont en dehors de ton système, normalement. Donc, a priori, si tu connais le principal, le TID et le nom du call, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une implémentation un peu louche, en général, tu sais où ça va, quoi. Mais effectivement, non, ça suffira pas de lire les logs pour le comprendre. Je suis d'accord avec toi. Une information supplémentaire pourrait nous permettre d'avoir le signe complet. Mais... Ouais, le timestamp, mais il est automatique. C'est pour ça qu'on l'a pas cité, parce qu'en réalité... Pour pouvoir ordonner, tu parles. Tu veux ordonner par rapport au timestamp sur les différents Oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a ça en plus. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas forcément toujours fiable. Hein, rien que les problèmes de synchro au niveau du timestamp entre les différents microservices, ça peut, sur des remontées au dispo, être on peut avoir des soucis au niveau infra, mais la remarque est pertinente. Effectivement. Normalement, si tout se passe bien, effectivement, le timestamp suffit à retracer de toute façon. Donc, on pourrait ordonner. Maintenant, il peut y avoir des risques. Oui. Merci. D'autres questions ? Merci. Ça marche? Ça marche. Dans un contexte transactionnel, par exemple, s'il y a un microservice qui fail, comment vous gérez les rollbacks? Tu veux répondre? Je t'en prie. Okay. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, déjà, c'est que on ne fait pas de transaction. Parce que, si c'est transaction au niveau acide dont tu parles, c'est plutôt ça. D'accord. De ce côté-là, en général, il faut l'éviter. C'est vraiment, c'est vrai qu'en distribué, c'est très difficile à gérer. Il y a des stratégies possibles. Je ne vais pas rentrer dans les systèmes two-phase commit et autres, où là, ça devient quand même très complexe à gérer. Néanmoins, il existe des alternatives effectivement pour pouvoir gérer et dire ok, bah là je commit mais temporairement, je bloque pas le call et je vais à la suite. Je t'invite à aller regarder Saga typiquement, qui est un des protocoles qui permet de faire ça justement. Mais c'est très difficile à mettre en place. Netflix également avait trouvé une alternative, je crois que tu en avais parlé Guillermo une fois. Mais c'est pareil, effectivement c'est des trucs très très difficiles à faire. Nous on l'a pas implémenté de notre côté, on s'est refusé à le faire parce que c'était trop dur à gérer. Et en général, bon, il y a quand même très peu de cas en fait où tu as quand même vraiment besoin de transactionnalité dans les faits. Enfin, même dans les systèmes bancaires, ils arrivent à gérer ça avec des systèmes asynchrones. Donc très souvent, on se dit ok, je veux absolument que ça soit synchrone, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu as besoin que toute ta chaîne soit synchrone? C'est peut-être déjà la première question à se poser. Et nous, c'est comme ça qu'on a résolu ce problème-là. On s'est dit ok, il y a des parties où on a besoin effectivement d'une réponse instantanée, parce que ça, c'est un traitement métier et la personne, de toute façon, on peut pas lui renvoyer juste un ok, on verra plus tard. Non, ça, c'est pas possible. Mais en général, on gère dans un service le problème et le reste est dispatché en asynchrone. Et va le gérer sans quoi. Mais effectivement, c'est très difficile à gérer comme truc. D'autres questions? Ouais.
Merci. Tu as évoqué rapidement le côté fail fast, si moindre erreur. Ma question, c'est plutôt si le microservice lui-même plante. Par exemple, s'il y a, je sais pas, une action en interne à faire et qu'il y a une exception qui est levée, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce qu'il faut retry? Est-ce qu'il faut avoir un système de queue qui met le truc de côté et réessayer après? Sur les appels classiques ou sur les événements Alors en fait, je suis plutôt, ouais, effectivement, on est plutôt dans la logique d'événement dans ces cas-là. Mais d'ailleurs, ça amène une autre question que j'avais aussi, c'est est-ce qu'on peut imaginer avoir un système en REST qui vérifie simplement que ce qu'on lui envoie est correct, retourner une 200 pour dire ok, c'est bon, enfin, plutôt, d'ailleurs c'est pas une 200, ce serait plutôt une 204 je crois, accepted. Wow. Pour dire ok, c'est bon, j'ai pris en compte ta demande et laisse-moi travailler de mon côté. Je veux dire voilà, donc ces deux questions en fait, moi ma problématique c'est plutôt ça, c'est comment gérer les cas d'erreur quand on délègue le traitement au microservice et qu'on n'attend plus rien de lui en fait. Alors, de notre côté, on n'a pas mis en place du tout la partie asynchrone de REST, même si on la connaissait avant de démarrer avec notre RabbitMQ, justement. Tout simplement parce on voyait pas l'intérêt de partir là-dessus, en fait. On s'est dit, ok, c'est un appel asynchrone, on va gérer ça avec des briques dédiées à ça, parce que c'est plus simple, très honnêtement. Maintenant, oui, effectivement, la plupart des protocoles, là on parle de REST, mais c'est possible également avec SOAP et JSON RPC qu'on utilise nous d'ailleurs pour nos microservices. C'est juste que ça ne nous apportait pas de valeur de le faire et ça nous complexifiait le code. Maintenant, pour répondre à ta question sur les événements, ce que disait Robin justement, je ne sais pas si on peut revoir les slides. Bah, d'ailleurs, tu veux peut-être l'expliquer sur la partie gestion des erreurs. Sur la partie événementielle, du coup, au niveau de la gestion des erreurs, donc là, on est typiquement, enfin, j'ai deux parties dans ma réponse. On est typiquement dans la partie d'avant, comment on fait précédemment. Où du coup, il y a une réflexion qui est faite avant sur, dans ce cas d'erreur au niveau de mon microservice, je renvoie mon message, si ça a du sens au niveau du message breaker, pour qu'il soit plus tard. Donc du coup, là, en fonction de ce qui représente ce message, si c'est des traitements qui peuvent être différés, on peut imaginer de les rejouer beaucoup plus tard en espérant que le nécessaire sera fait du côté du microservice. Il y a des patterns intéressants qu'on peut rajouter au niveau du worker pour avoir une sorte de machine à état qui, quand il y a trop d'erreurs en retour du microservice, il va, au lieu d'envoyer de la charge pour rien, il va se mettre un peu en attente. Je vais envoyer de temps en temps un call pour voir si c'est bon. Et puis, c'est un circuit de breaker. Je t'inviterai à aller regarder ça sur Internet. On n'a pas encore mis en place, mais qui nous intéresserait pour cet aspect résilience. Ça répond à ta question ? En fait, de manière générale, on s'appuie, moi je parle de mon expérience, on s'appuie sur le event broker pour gérer tout ça en fait. Ouais. Donc après, voilà, il y a tout le mécanisme dark knowledge avec l'event broker. Donc, voilà. L'avantage c'est qu'il le gère nativement, quoi. C'est pas une implémentation à faire en plus et en général tu peux faire confiance à RabbitMQ ou Kafka avant que je me fasse un ennemi derrière. Donc ouais, j'aurais plus confiance quand même dans une brique comme ça que d'implémenter moi-même l'aller-retour avec REST par exemple. Donc là, tu as tes messages qui s'accumulent en attendant qu'il y ait un nécessaire soit fait comme de l'autre côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou remarques. Bon, merci à vous. Merci beaucoup.